le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Je suis content de vous savoir là, encore une fois, à notre rendez-vous hebdomadaire, le balado, le planif. Je vous souhaite la bienvenue. Un épisode qui va traiter d'immobilier, mais sur un angle peut-être pas habituel, inhabituel, je devrais dire. On va parler de fiscalité. Mais d'abord, je veux vous parler justement de l'immobilier parce que selon un sondage août de 2025, 2000 Canadiens interrogés, donc c'est quand même dans un inventaire, on pourrait dire un bassin significatif, les Canadiens misent sur la brique pour financer leur retraite. Et dans des proportions assez importantes. Vous voyez, ceux qui nous suivent sur YouTube peuvent voir le chiffre, 62% disent que l'immobilier, en fait leur maison, c'est le pilier de leur retraite. Et il y en a qui vont vendre leur résidence pour acheter plus petit, moins cher. 44%, c'est leur plan. Et il y a des pessimistes qui disent qu'ils vont devoir sans doute se trouver un travail d'appoint quand ça va se passer. Mais il faut dire que l'immobilier est au cœur des stratégies de planification financière, du moins celles qui sont dans l'esprit des gens, parce que 52% des actifs sont détenus en immobilier. Les actifs financiers externes, ça peut être des actions, des fonds, des FNB, c'est 34%, et il y a d'autres actifs, ça peut être des terrains, ça peut être aussi des objets de collection. Mais quand même, l'actif total immobilier au Canada, on parle de 6 400 milliards. C'est énorme. Mais si on concentre tout, la maison, en fait, nos actifs financiers, on peut peut-être se faire trapper. Il y a des angles qu'il faut certainement regarder pour être partout, parce que quand on se retrouve à 65 ans, 70 ans et qu'on manque d'argent, là, ce sont des sérieux problèmes puisqu'on n'a peut-être pas la santé pour se refaire. Le balado, le planif. Pour la première fois au balado Le Planif, on reçoit Alex Blouin, qui est fiscaliste et fondateur de Barricade, qui est un cabinet multidisciplinaire qui exerce ses activités sous deux entités différentes. Il y a Barricade fiscaliste et Barricade avocat. Donc, le droit et l'impôt. Oui, effectivement. Deux sujets joyeux. Oui, tellement passionnant pour plusieurs, c'est ça. On est à la bonne place pour en parler, par exemple. Oui, super. Alex, on s'est rencontrés récemment parce qu'on a participé à un événement de l'Association des courtiers immobiliers, parce qu'on doit tout de suite dresser finalement le chemin, le portrait. C'est que vous faites de la fiscalité chez Barricade avec une spécialité immobilière. Fiscalité immobilière, c'est quoi ça? C'est ça, en fait, c'est parce que... l'immobilier étant un actif majeur dans les portefeuilles de nos clients, on s'est donné le devoir ou l'objectif, si on veut, de donner un peu de langage ou un peu de connaissances de base à ceux qui le détiennent. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet actif-là? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et un peu déconstruire des mythes qui sont nés de par la prolifération des réseaux sociaux. Le bon vieux, si tu restes dans ta maison pendant un an, tu es correct pour prendre ton exemption pour résidence principale à répétition. Oh, j'ai les flips. Les fameux flips, c'est ça. Fait que là, mais ça sort de où, ce un an-là? C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Fait, on s'est donné chez Barricade une mission de faire de l'immobilier un peu un vrai actif concentré. Il y a beaucoup, tu sais, le balado ici, il en parle énormément de la finance. L'importance de bien planifier, de se faire une projection, mais l'actif immobilier dans les portefeuilles devient vraiment important et même prépondérant, on vient de le voir avec les statistiques, faisant en sorte que si on ne sait pas où se pitcher en bon français, on va se retrouver avec des mauvaises surprises au décès. Oui, tu as parlé du mythe de un an, du flip, puis ça m'ouvre la porte. C'est quoi, finalement, qui est permis de vendre sa propriété après avoir rénové? On peut rester combien de temps dedans et puis ne pas se faire achaler par l'impôt? Ouais, en fait, la résidence principale, ce que ça vise, c'est une propriété dans laquelle on a eu l'intention d'y habiter. Donc, le mot intention est important. Le mot intention est très important parce que même un condo en construction sur l'île, qu'on dit « je veux aller habiter dedans, j'ai l'intention d'aller y habiter, mais finalement, je me fais muter ailleurs dans le monde », ça peut être notre résidence principale. Fait, la notion de habiter un an, qu'on voit véhiculer un peu partout, ça n'existe pas. On a des clients, notre record, c'est 3 résidences principales dans la même année. Parce que divorce et mutation. Donc, il y avait une maison, déménage avec sa nouvelle conjointe, se divorce
et se fait muter par après. Donc, 3 fois, pas des gros gains, mais avec la récompense que l'immobilier a donnée aux gens, il y a toujours eu une petite tranche d'imposition qui aurait été justement imposable et avec une charge fiscale qui a été exemptée par l'exemption pour résidence principale. Fait, ça n'existe pas, le délai de 1 an. Ce qu'on regarde, c'est les faits entourant la détention. Est-ce que ces faits-là démontrent que tu avais vraiment le but d'habiter et le but d'en faire un bien à usage personnel et non un flip? C'est là. Est-ce que le fisc va creuser longtemps et creux dans l'intention? Comment ça se démontre? Bon, on commence par le fait, si on est courtier ou constructeur ou fiscaliste en immobilier, mettons qu'on part avec une petite prise, on va se le dire. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est vraiment des faits entourant. Tu sais, ça se peut, la vie arrive. Donc, ça se pourrait qu'on vende notre maison avec un gros gain. C'est arrivé comme ça, puis regarde, mes enfants vont aller à cette école-là, je me sépare, je veux me rapprocher de l'école pour moi et ma femme, mon ex-femme, on soit à côté de la même école. Bon, mais c'est correct, ça l'arrive. Le gain en tant que tel, le montant du gain n'a pas d'impact. Est-ce qu'ils vont creuser? Plus on va le faire souvent. Tu sais, une fois de temps en temps, le commun des mortels au Québec va vendre 1-2 résidences, un chalet et une maison. Ben oui. Pas une à chaque 2 ans, et non en ayant une compagnie de construction qui peut-être nous aide dans la construction de notre maison, donc peut-être qu'il y a des TPS TVQ qui sont perdus, puis de l'impôt qui a été éludé un petit peu. Là, OK. Ben, c'est facile de faire des calculs, puis de se dire, j'investis en immobilier, il y a de la croissance, c'est infini, et je fais des gains, mais l'équation fiscalité est drôlement importante là-dedans. Ben oui, puis le gouvernement cherche à limiter un peu. On l'a vu récemment avec la règle sur les flips, justement. La détention de biens immobiliers résidentiels. Il faut le noter, hein? Terrain, c'est pas visé, commercial non plus. C'est vraiment les biens résidentiels. Cette notion-là vise surtout à permettre aux gens d'accéder à la propriété. D'accord. C'est une règle qui est fédérale, qui oblige une détention minimale de 1 an. Fait qu'on ramène un vieux 1 an qui traîne depuis 10-15 ans dans l'imaginaire collectif, mais qui est pas vrai. Mais là, on le ramène. Fait que là, en plus, on met de l'huile sur le feu avec une règle qui dit, OK, mais d'abord, si je passe 1 an, là, je suis correct. C'est pas vrai encore. Après 1 an, on regarde les faits. Les mêmes faits qu'on regardait après 6 mois avant. C'est juste qu'on a tiré, en bon français, le chalk line à 1 an. Avant 1 an, parle-moi pas, c'est un revenu d'entreprise, c'est pas un gain en capital. Après 1 an, ça peut encore être un revenu d'entreprise. Donne-moi des faits pour que ça soit un gain en capital. Alex, dans ton métier, donc, il y a des stratégies, il y a de la planification qui se fait, qui s'exerce. Puis, j'ai bien aimé les manières stratégiques de tirer le plein potentiel en considérant l'impôt. Parce que si on ne le considère pas, ils vont nous considérer pareil. On parle d'incorporation d'immeubles ou même des analyses d'achat avant de faire la transaction. C'est recommandé d'aller cogner à la porte de Barricade, par exemple, aller vous voir puis vous demander, bon, j'ai l'intention de faire ça, quel serait l'impact fiscal? On peut juste on en planifie beaucoup. Ouais. Des transactions d'acquisition, je vais dire, Fabien, un peu plus de volume que pas assez. Quand on a des... Mais là, l'immobilier, bon, on le sait, a pris beaucoup de valeur, mais plus on a de millions dans transactions, plus ça peut être justifié. Tu sais, un petit parc de 3-4 millions, c'est bon. Mais un immeuble de 500 000 pour dire, est-ce que ça vaudrait la peine d'incorporer le parc avant? Peut-être que non. T'sais. Mais un peu de substance, parce que c'est une transaction qui devient un peu plus élaborée. Ça va prendre nos amis les avocats là-dedans, donc on les connaît sans rien dire. Ils sont présents, on va dire comme ça. Donc, ce qu'on vient d'analyser chez Barricade, de plus en plus, on essaie de ramener sur le terrain des vaches des transactions qui se font dans les hautes sphères immobilières. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien rare qu'on va vendre des gros immeubles au Québec ou même au Canada par l'immobilier directement. Souvent, ce sera les entités qui détiennent les biens immobiliers qui seront transigés. C'est donc l'incorporation qui est vendue peut-être à une autre. Exact. OK. Puis, je reviens à la question de l'incorporation d'un immeuble. Tu as mentionné 500 000, peut-être pas, mais si quelqu'un additionne les valeurs de ces 3, 4, 5 immeubles et ça donne quelques millions, ben là, l'incorporation, qu'est-ce que ça vient faire de plus que la détention directe? Bon, il y a plusieurs... un gros mythe à ce niveau-là. OK? J'ai des clients, Fabien, qui ont des centaines de logements dans leur main personnelle et, sauf exception, puis je mets un astérisque sur ce que je suis en train de dire, c'était la bonne solution. C'était. Et peut-être, tout dépendant de la fin, tout dépendant de la transition successorale, OK? Je rétroagis. Il y en a qui, dès le début de la détention immobilière, doivent acheter par une compagnie. Par exemple, moi, dans Barricade, j'ai des actions, mon argent est brut.
moins imposé qu'un particulier. Ouais. On connaît les règles des taux d'imposition des sociétés actives. Si je prends cet argent-là, puis je l'envoie dans une compagnie de gestion, il n'y a pas d'impôt entre deux compagnies si ça provient de profits générés par Barricade. Ouais. Bingo, la case est cochée. À partir de là, mon argent est brut. Cet argent-là, je peux l'investir en immobilier. Ma mise de fonds par rapport à un pompier de l'île de Montréal va être beaucoup moindre. Parce que le pompier, ses braquettes, ses paliers d'imposition personnelle peuvent aller jusqu'à 53. Ouais. Dans la compagnie, Barricade, on est à 12 pour le premier 500 000. Il y a une bonne différence sur le dollar qui m'est attribué. Je comprends. Donc, le premier immeuble que si j'étais né avec Barricade dans mes mains, avec un revenu actif, le premier dollar dans ma compagnie de gestion aurait servi à acheter des immeubles. Mm-hmm. Mon pompier sur l'île de Montréal pourrait très bien acheter tous ses premiers immeubles personnellement. Là où j'avais mis un astérix tantôt, le seul désavantage fiscal, le juridique, on le met de côté, c'est pas mon rôle d'en parler. Il y a un aspect quand même de protection qu'il faut considérer pour certains, une aversion au risque qui est différente. C'est une personne morale, donc une autre... Il y a une distanciation qui se crée, donc si on veut peut-être se protéger, mentalement mieux dormir pour certains, l'incorporation devient intéressante. On le met là, on l'encapsule, c'est pas mon rôle d'en parler. Fiscalement parlant, d'incorporer les immeubles, qu'est-ce que ça donne? C'est d'avoir accès, si la société est principalement en immobilier, donc une société détentrice d'immeubles, ça nous donne la permission de créer des pertes avec l'amortissement. Puis ça a de l'air niaiseux parce que le taux de dépréciation est à 4 %. Mais 4 % d'un gros chiffre, ça donne un pas pire chiffre pareil. Donc, quand on additionne le négatif que ça nous donne, au final, sur quelques années, sans faire de magie ou d'ésotérisme, on est capable de créer des ventes immobilières sans payer d'impôts tout de suite. OK. On reporte l'imposition à très, très loin. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça ma job comme fiscaliste. De reporter l'imposition donne, en gros, un prêt à 0 % du gouvernement. J'aurais payé de l'impôt, je le paie pas. Donc, j'emprunte parce que je le sais que je vais le payer tantôt. OK? 0 % qui ne sera pas indexé. Donc, l'inflation va nous servir à ce moment-ci parce que le même 200 000 d'impôts sera payé avec des dollars de demain. On gagne. Qui n'apparaît pas dans nos ratios d'endettement. Non. Et qui ne sera jamais rappelé par le gouvernement, contrairement à un prêt qui pourrait dire « OK, ben là, tu me fais peur, je vais le rappeler ». Le gouvernement va sûrement se faire payer, lorsqu'il y aura une disposition de l'immeuble. Cet immeuble-là sera vendu quand? On ne le sait pas. Et cet immeuble-là, si on fait un parallèle avec ce qu'on a parlé, l'incorporation pourrait être vendue. Donc, c'est pas l'immeuble qui est vendu. Donc, on pourrait transiter pendant 1, 2, 3 générations le même impact fiscal. C'est vrai. Donc, c'est presque plus fort que l'amour, Fabien. Ben oui, on verra, mais peut-être pas, ça sera peut-être pas débattu ici au balado Le Planif. On va donner ça à l'autre balado qui traite du droit. Tiens. Du droit, c'est bon. Spécialiste du divorce. Tu as parlé donc de vente des actions plutôt que d'un immeuble. Puis là-dessus, je t'amène sur le fait que de plus en plus, on voit des fiducies de revenus qui sont propriétaires d'immeubles et puis ils sont gourmands. Il y a de l'appétit. Il y a même des fiducies américaines qui sont propriétaires d'immeubles. À ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se méfier quand on vend sa société à un groupe étranger pour ce qui est de l'admissibilité, de l'exonération du gain en capital. Ouais. Ça, c'est un très bon point. On parle ici de sociétés un peu plus d'envergure, on va dire, plusieurs logements, parce que en immobilier, il ne faut pas se leurrer. Autre mythe qu'on voit circuler beaucoup sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vend les actions d'une société, le principe de base, c'est que si cette société est active, elle pourrait se qualifier à l'exemption pour gain en capital qui, par tête de pipe, toi, moi, on part la vie avec 1 275 000 exemptés à la vente d'une société active ou de biens agricoles ou de pêche. On laisse ça de côté. On regarde les sociétés actives. Puis je souligne un double trait actif. Le gouvernement a demandé qu'une société immobilière, pour être active, compte plus de 5 employés à temps plein toute l'année et sur les 24 mois précédant la vente. Oh! OK. Donc, 5 employés temps plein, plus de 5 employés temps plein toute l'année, ça nécessite un certain volume
de logement. Ouais. Puis je dis logement, ça pourrait être du pied carré commercial, ça pourrait être de la vente de terrain, ça pourrait être... Ou des mini-entrepôts. Des mini-entrepôts, OK, mais ça prendrait quand même un certain volume. Donc, un concierge, un agent de location, mais adjoint. 5 employés, c'est pas non plus une très grande PME, là. Ce qui fait qu'il y a une possibilité d'aller chercher une exonération qui est drôlement juteuse. Il y a une possibilité. Le plus faible qu'on a vu, puis je mets un point là-dessus, 250 logements résidentiels. Et c'était vraiment le plus petit gabarit qu'on a vu. Donc, ça existe. Il y a des sociétés immobilières bien plus grosses que ça. Bien sûr. Okay? Ces sociétés-là immobilières, si elles se qualifient, donc que les biens, on va dire la majorité pendant 2 ans et la totalité au moment de la vente, se qualifient donc comme étant des biens actifs à l'entreprise immobilière, des immeubles, okay? Des tondeuses, ça marche, là, on s'entend? Ouais. Si ça, on est encapsulé dans une entité et qu'on vend à Fabien, bingo! Premier, 1 275 000 de gains sur nos actions qui se qualifient. Si on avait mis une fiducie, on pourrait multiplier cette exemption-là. OK. Okay? Fabien, tes enfants, tes parents, ta conjointe. Donc 2, 3, 4, 5 fois l'exemption. La fiducie familiale, dans ce cas-là, est au-dessus de l'incorporation. C'est une des entités dont possède la fiducie et ses bénéficiaires, c'est les membres de la famille. Exactement. Mais c'est pas la même chose que la fiducie immobilière. C'est ça, c'est là que je voulais aller. Le parallèle est important. La fiducie familiale sert à la famille. Donc, on met nos gens proches de nous comme bénéficiaires et on garde, nous, les actions de contrôle, Fabien, dans ta société immobilière pour décider d'avoir les manettes des mains. On reçoit une belle offre. Ouais. L'offrant étant un non-résident, on l'a pas notre exemption. Ah non, on la perd à ce moment-là. On la perd. Donc, c'est important de valider. Est-ce que ce non-résident-là n'a pas une société canadienne? Puis souvent, ils deviennent un peu résidents du Canada pour ces raisons-là, ou en tout ou en partie. Okay? Ils détiennent une entité canadienne qui pourra nous acheter et avoir un contrôle qui est canadien, donc nous permettre de faire notre exemption. Donc, très bon flash à avoir parce que de plus en plus, on voit des étrangers acquérir au Canada pour des raisons de stabilité politique et économique. Ah on en entend parler, là. Ouais. Bon, peu importe quand le podcast va sortir, ça sera encore d'actualité parce que ça l'est et ça le sera. On en entend parler. Le Canada tire son épingle du jeu à ce niveau-là. Et bon, on parle des Asiatiques, mais il y a beaucoup d'Américains. Ouais. Il y a beaucoup aussi d'Européens qui achètent au Canada. Ben, c'est bon ce que tu dis. Je lisais des statistiques récentes sur l'opinion des étrangers par rapport au Canada. Puis si on évaluait les pays, on évalue les pays comme le plus meilleur au monde, là. PIB, c'est les États-Unis. Ça, c'est sûr. Ouais. L'accès à des ressources énergétiques, bon marché, Venezuela. Bon. Mais qualité de vie, top numéro 1 dans le monde, c'est le Canada. Bon. Donc, c'est pas étranger à ça. La qualité de vie, pyramide de Maslow, se loger, c'est assez bas. Donc, étant bas, les gens veulent une qualité de vie, veulent avoir un endroit stable pour établir la famille, se poser un peu. C'est pas... Les gens voient la même affaire que nous autres, là. Donc, si on se positionne dans ce marché-là où les gens vont affluer par, changement climatique oblige, peut-être qu'il y aura un réchauffement un peu, donc ça deviendra moins froid, vivre à Sherbrooke. Oui, peut-être. Peut-être. À quel moment on doit faire intervenir, on doit inviter un fiscaliste à nos réflexions immobilières? Toujours. Non. En fait, il y a un moment charnière, puis je l'ai souligné tantôt, quand je parlais de mes clients qui avaient plusieurs centaines de logements détenus au personnel. C'est pas grave. Ou c'était pas grave, puis tu me soulignais le c'était. Ouais. Ça pourrait ne pas être grave encore aujourd'hui si le désir n'est pas de transférer le parc dans la famille. Donc, si le désir est de vendre à petits coups, à petit feu, les immeubles pour générer un fonds pour peut-être simplifier aussi le patrimoine au décès. Okay, on s'entend? C'est vrai. Des immeubles ou de la liquidité, il y en a un des deux qui est plus facile à gérer. Si c'est ça, bingo, garde ça personnel, ça me dérangera pas. Peut-être un peu, là, on n'aura peut-être pas le temps, mais l'IMR, okay, les règles ont changé à ce niveau-là. Ouais. L'impôt en main reporté. L'impôt en main remboursable. Ouais. L'impôt minimum de remplacement, excuse-moi. Ah, d'accord. Pas l'IMR TD qui est dans la société. Ouais. C'est plate parce qu'il commence pareil. L'impôt minimum de remplacement. Je fais la petite histoire, OK? Rapide. Budget Morneau, on hausse le gain à capital. 2019. On rétroagit. Mais on laisse l'impact sur l'IMR. Ce que ça fait, le gain en capital surpondéré dorénavant, 5 personnes en aient parlé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on désavantage un contribuable, un particulier, de faire un gain en capital par rapport à avant. Dans sa déclaration d'impôt personnel, il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, un calcul d'impôt minimum de remplacement. Okay, on a notre impôt traditionnel,
Ouais. Celui qu'on paye le plus souvent. Mais pour une définition simple, l'impôt comme ça, c'est de l'impôt qu'on paie quand même. On va se la faire rembourser si tout est kosher. Ben, c'est ça. On a notre calcul normal. Si l'impôt minimum est plus haut, on paie notre impôt minimum. Cet impôt-là sera remboursé Ouais. sur une période maximale de 7 ans si on a suffisamment de revenus imposables par la suite. OK? Le gain en capital devenant surpondéré dans ce calcul-là, ben, nos ventes immobilières au personnel deviennent visées par l'impôt minimum de remplacement. Donc, est-ce qu'on serait pas mieux d'incorporer les immeubles pour les vendre? Je lance l'idée. Peut-être. OK? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais lancer quand même règle du pouce. 1,5 million de gains en capital, on commence à en parler. En bas de tout ça, on n'en parle pas. OK. Imposable. Oubliez les résidences principales, ça compte pas. OK. OK? Donc, mes amis, je reviens à mon histoire, qui avaient des immeubles depuis la nuit des temps, les pompiers, des immeubles dans leur main personnelle, qui veulent les léguer, eux auront un intérêt d'incorporer pour aller chercher ce qu'on appelle le gel successoral. OK. On va vouloir stopper ou ralentir la prise de valeur dans leurs mains pour intégrer fiducie ou enfant majeur ou conjoint dans l'entité pour que le nouveau gagné, non le vieux gagné, c'est too bad, too sad en bon français. Ouais. Le nouveau gagné sera imposé dorénavant des mains de la prochaine génération ou, tout dépendant de la conjointe, quel âge qu'elle a, peut-être il y aura une génération là aussi, on ne sait pas jamais. On voudrait essayer de transférer le fardeau à quelqu'un d'autre plutôt que de se faire impacter nous-mêmes à notre décès. Okay? Le gel successoral devient la seule façon de le faire. Donc, l'incorporation qui était depuis peut-être le début pas nécessaire ou dite comme non utile par Alex, le deviendra si le désir de transition dans la famille du parc est avoué. En passant, j'aime bien le nom barricade parce que ça fait un peu rebelle. Une barricade pour empêcher le fisc d'aller fouiller partout. Ou encore, la barricade est là pour dire c'est le point de contrôle. Là. Monter aux barricades si on a besoin. Ah oui, super. Le balado, le planif. La question du beau-frère. Il nous fait le bonheur de répondre à la question du beau-frère. C'est Lucien de Sorel. Son beau-frère, il dit ceci. Moi, j'ai mis mon condo au nom de mon fils de 4 ans parce qu'il n'y a aucun revenu. Fait que, techniquement, il paie 0 impôt sur le gain en capital. C'est légal, right? Mon chum qui fait des impôts sur TikTok m'a dit que c'était bulletproof. Ouais, il y a plusieurs affaires là-dedans, là, mais revenons au fait que l'enfant est mineur. Ben là, c'est ça. Puis là, on parle, Fabien, d'un mineur, pas un travailleur de mine. Là. Non. De 4 ans. de 4 ans. OK, parfait. Ce mineur-là, première des choses, curatelle. Il faut penser à ça. Mm-hmm. Même si on a les deux parents sont en vie, parce que souvent, on pense curatelle, OK, les parents sont plus là, on devient avec un tuteur, donc il y a une curatelle pour protéger. Ouais. Mais la curatelle est là aussi pour protéger l'enfant de ses parents. Donc, en faisant ça, ou pas de ses parents, mais de protéger le patrimoine ses de intérêts. Ouais. Ses intérêts. Donc, en donnant quoi que ce soit à un mineur, on s'expose à ça. Les règles ont augmenté, Fabien. Je sais pas, c'est 50 000, 30 000, 50 000. Ouais. Dans notre cas, le condo, rapidement, on va dépasser cette limite-là. C'est sûr. De valeur dans les mains de l'enfant mineur. Donc, on aura besoin d'un conseil de famille qui va gérer le condo avec le mineur. OK. Bon. Deuxième chose, l'enfant de 4 ans ne devait pas, à moins, d'exemption pour gain en capital passé, avoir de fonds propres. Okay? Je te ramène à ce qu'on a parlé avant la pause. Si on a vendu notre société à un Canadien et qu'elle se qualifie à l'exemption pour gain en capital, on peut aller chercher les exemptions ou se servir, attribuer le gain à nos enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ça, c'est tout à fait correct. OK. On utilise à ce moment-là la déclaration d'impôt de l'enfant mineur pour exempter le gain sur son 1 275 000. Cependant, les dollars doivent lui rester. Ah oui. En tout ou en partie, il y a des dispositions. Ça ne va pas aux parents, ça va à l'enfant. Exact. Il faut que ça reste à l'enfant. Donc, à ce moment-là, on tomberait, si on laisse les dollars dans ses mains, sous une forme de curatelle, sans doute aussi. Oui. Okay? Si ces fonds propres sont disponibles, on pourrait très bien décider est-ce qu'il peut vraiment contracter? Est-ce qu'il est émancipé à 4 ans? Sans doute que non. OK? Donc, de mettre un condo à l'enfant devient de plus en plus difficile dans l'équation. Je ramène à la question qui est la plus évidente dans ce qu'on parle, le prêt ou le don d'argent. On oublie l'exemption, OK, l'enfant mineur, son père travaille à la ville de Montréal, lui donne de l'argent. Le don
pour un bien à revenu serait correct, lui prête de l'argent, à ce moment-là, règle d'attribution. Tout ce que l'enfant va générer comme revenu Pour être attribué aux parents. sera attribué aux parents. Oh, alors Lucien de Sorel, je crois qu'il y a eu beaucoup de raccourcis. Puis, s'il vous plaît, vos conseils fiscaux sur TikTok, on prend ça à la légère. Ouais. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Lorsque Isabelle m'a présenté ce sujet, j'ai été intrigué parce que c'est un peu la théorie de l'aile du papillon qui, en bougeant peut-être en Amérique centrale, pourrait déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. C'est de petites décisions du passé qui peuvent avoir un impact au moment de la retraite. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la retraite va avoir un effet amplificateur de toutes les décisions qu'on peut avoir prises dans le passé. Parfois, on va prendre des décisions qui sont souvent réflexes. Souvent même, on pense que c'est la meilleure décision. On le fait avec bonne intention, mais quand on arrive à la retraite, c'est là qu'on réalise que fort possiblement, cette décision-là qu'on a prise il y a de ça 25, 30, 35 ans en arrière n'était peut-être pas la bonne. Oui. Bien, premier exemple, c'est les contributions automatiques et systématiques au REER sans trop se poser de questions sur l'impact. Si c'est pertinent. Si c'est pertinent, mais aussi l'impact réel que ça va avoir dans le futur. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a réussi à accumuler 800 000 en REER, à le rendu à la retraite, on se dit « Wow, c'est mission accomplie, il a super bien réussi ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 71 ans, on va avoir l'obligation de transférer nos REER en fer et il va y avoir des retraits obligatoires dès l'année suivante, à 72 ans. Puis 800 000 de REER, bien, le retrait minimum, ça représente plus que 43 000 de retrait. Et si on additionne à ça nos rentes qu'on reçoit du RRQ et de la pension de sécurité de vieillesse, puis si moindrement on a un fonds de pension d'employeur, bien, ça peut faire en sorte que notre revenu imposable soit extrêmement élevé, plus élevé que ce qu'on avait anticipé, et on pourrait même se retrouver avec une récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, ce n'est pas le fait de contribuer au REER qui est problématique, mais c'est le fait de le faire sans vraiment avoir fait notre plan puis voir quelles étaient les conséquences futures. On peut même passer aussi au montant. Quelqu'un, par automatisme, les chiffrons, les gens aiment bien ça, 100 $ par semaine, alors que 112 ou 117 fait toute une différence. Oui, effectivement. Puis l'autre erreur, bien, c'est le CELI. Il y a beaucoup de gens qui négligent le CELI parce que le CELI, contrairement au REER, ne nous donne pas un remboursement d'impôt ou une réduction d'impôt au moment où on fait la contribution. Mais il a un super pouvoir. Il a un super pouvoir et son super pouvoir, c'est de pouvoir nous permettre de faire des retraits totalement libres d'impôt. Et c'est souvent un compte qui est négligé, surtout pour financer la retraite. Les gens voient le CELI comme étant le compte pour nos projets à court terme. On dépose l'argent, on le retire pour facilement. Un compte de taxes. C'est ça. Mais le CELI est magique pour le financement de la retraite, puis ça va avoir... les retraites CELI n'ont aucun impact sur les prestations gouvernementales qu'on pourrait recevoir. À retenir. L'autre piège, c'est d'être trop prudent dans ses placements. Il y a des personnes qui veulent éviter la volatilité à tout prix, mais lorsqu'on est trop prudent dans nos placements, bien évidemment, les rendements générés peuvent ne pas surpasser l'inflation, puis peuvent nous faire perdre notre pouvoir d'achat au fil du temps. Et on va s'en rendre compte parfois sur le tard, rendu à la retraite. On se rend compte que notre capital ne s'est pas beaucoup apprécié, puis on n'a peut-être pas suffisamment d'argent pour financer notre retraite. Et le dernier réflexe, c'est le fameux réflexe de vouloir rembourser nos dettes à tout prix avant d'épargner. Ces gens-là vont parfois, rembourser le prêt hypothécaire, mais rembourser un prêt hypothécaire qui nous coûte 3 ou 4 % d'intérêt et ne pas mettre de l'argent en épargne et d'arriver sur le tard avec aucune épargne, on n'a pas suffisamment de temps devant nous pour rattraper le temps perdu. C'est bien de dire que ça a un impact énorme. 30 ans plus tard, on se rend compte que le fait de ne pas avoir épargné nous coupe de la liquidité. Oui, puis la retraite va
agir comme un révélateur. Donc, ça va exposer l'absence de stratégie claire. C'est important d'avoir un plan qui va penser au trajet de l'argent à partir du moment où on fait nos contributions jusqu'au moment où on va les décaisser. Le balado, le planif, le planif. C'est comme ça que ça se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Pour vos suggestions d'invités, de thèmes et questions du beau-frère, vous m'écrivez à l'adresse suivante fm@fabienmajor.com. Mais si vous avez des besoins de production, de montage, de location, d'installation technique pour vos idées de podcast, vous écrivez à pub@cube.ca. Merci d'ailleurs pour le support à toute l'équipe technique. Le balado Le Planif est disponible en audio et vidéo sur l'application de Cube, mais aussi sur les grandes plateformes et sur YouTube. Le balado est disponible à la radio web et sur la chaîne télé Cube. Ici Fabien Major. À bientôt.